Jungle. Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être sur les ondes de la 91.9 pour cette émission spéciale Stop Covid. Nous recevons pour vous aujourd'hui le Dr Togbui Agbetiafa Ebenezer. Il va nous parler de l'avancée de la maladie, les mesures barrières et qu'est-ce qui se fait donc pour stopper définitivement cette maladie. Merci de nous rejoindre à la mise en onde de cette émission Théo Javon. Je suis Joanita Blavotry et pour la réalisation technique vidéo, nous avons Elom. Les mesures barrières sont à respecter pour éloigner la maladie à coronavirus, cette pandémie qui a stoppé beaucoup d'activités, essentiellement les activités sportives qui sont aux arrêts dans notre pays. Donc, nous devons donc respecter ces mesures barrières. C'est ce à quoi nous invitait à l'instant Happy Brothers. Bienvenue si vous nous rejoignez dans cette émission qui reçoit pour vous cet après-midi Dr Togbui Agbetiafa Ebenezer. Il est directeur préfectoral de la santé du Golfe, chef traditionnel abbé Suzanne Timé, numéro 2. Docteur, bonjour. Bonjour Joanita, bonjour à tous les auditeurs de 91.9. Merci d'être avec nous dans cette émission. Première question tout de suite, Covid-19, quelle avancée pour nous à ce jour dans notre pays? Beaucoup d'avancées. Et là, d'abord, je tiens à féliciter d'abord tous les secteurs, sans exception, parce que c'est un travail de tout le monde. Nul ne peut se prévaloir seul pouvoir vaincre cette maladie-là. Donc, c'est tout le monde qui est concerné, en passant par vous, les hommes des médias, les personnes de médias, et quand même qui abattaient un travail énorme dans ce cadre-là, vous l'avez dit tout à l'heure. Vous êtes la chaîne sportive et les activités sportives sont arrêtées. Et pourtant, la radio n'est pas arrêtée. Je ne sais pas arrêter. Donc, la radio continue. Vous continuez par parler de cette maladie. Donc, c'est des avancées, moi je trouve. Donc, tout le monde contribue à cette riposte-là. Je parlais d'avancées plus particulièrement en termes de remèdes, on va dire, ou de soins médicaux adaptés donc pour cette maladie, ce virus. À ce jour, est-ce qu'on arrive à soigner véritablement les malades de ce virus? Ah oui, à ce jour, effectivement aussi, il y a des avancées dans ce cadre-là, où les recherches se poursuivent dans tous les pays, même au Togo, ici, où les chercheurs sont à pied d'œuvre pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour sortir des molécules qui peuvent éventuellement contribuer à lutter contre cette maladie. À l'heure là où nous parlons, il n'y a pas encore de médicament qui tue la maladie ou qui est positionné comme traitement étiologique ou causal de la maladie. Mais c'est les mesures barrières qui sont toujours préconisées en termes de prévention contre cette maladie-là. C'est vrai que beaucoup de choses sont dites par rapport au vaccin. Et actuellement, en cours de fabrication, d'expérimentation, tout à fait. Et cela aussi, nous voulons rassurer les uns les autres que seul c'est l'OMS qui peut quand même valider tel ou tel vaccin. Donc, de ne pas se précipiter, être trop enthousiasmé par rapport à cela, mais de faire confiance, de continuer par faire confiance pour le moment au seul traitement, aux seules mesures que nous avons. Ce sont des mesures barrières que vous venez de rappeler tout à l'heure, que Happy Brothers aussi vient de nous dire, de nous rappeler dans cette belle mélodie qui vient de passer. En termes d'avancée, on dira que les cas de guérison sont quand même assez grands. Si on prend les chiffres à ce jour, on a 868 cas guéris, alors qu'avant-hier, on en avait 858. Ça veut dire que les patients, enfin les malades de Covid-19 guérissent quand même dans nos murs, dans nos hôpitaux. Bien sûr, c'est encore le lieu de remercier, féliciter tous les acteurs, y compris le personnel médical qui bat un travail énorme.
sous la coupole de l'autorité du gouvernement, parce que les moyens qui sont mis à notre disposition, c'est grâce au gouvernement, grâce aux partenaires, grâce à tous ces acteurs-là, pour qu'on puisse apporter la prise en charge adéquate pour renforcer d'abord le système immunitaire de l'organisme, afin que l'organisme, même pour le moment, puisse lutter efficacement contre ce virus. Et comment vivent ces patients guéris, c'est-à-dire après leur guérison? Comment est-ce qu'ils vivent après la maladie du Covid-19? Ils vivent comme tout le monde, hein. Il n'y a pas un vécu particulier. Ils sont suivis après la guérison également, je suppose. Oui, ce qui se fait, c'est que juste après l'hospitalisation ou bien l'isolement, donc ils ne reprennent pas les activités tout de suite. Il y a un temps de suivi, bien sûr, avant qu'on ne les lance encore dans les activités habituelles. Seulement que ils ne vont pas se dire que eux, ils ont fait la maladie et ils ont certainement des anticorps dans l'organisme, alors ils vont faire fi des mesures barrières. Non, ceux qui ont procédé ainsi sont revenus dans les centres de traitement parce que deuxième fois contaminés. Oui. Absolument. Donc, ils ont, comme les autres personnes qui n'ont pas encore fait la maladie, ils ont l'obligation de respecter les mesures barrières comme tout le monde. Mesures barrières, cela signifie donc porter les cache-nez, tousser dans le creux du coude ou la distanciation également, et puis laver régulièrement les mains. Docteur Togbu Agbetief Ebenezer, est-ce que ces mesures que dont vous parlez ici sur nos ondes sont également divulguées, vulgarisées à l'intérieur du pays? Parce que, ma foi, j'ai eu la chance de parcourir un peu le pays ces derniers jours. J'ai remarqué qu'il y avait pas trop de ces mesures barrières à l'intérieur. C'est-à-dire que les gens, on ne va pas dire s'en foutent, mais ils n'ont pas peut-être l'information de ces mesures barrières. En tout cas, ils ne mettent pas les cache-nez, on ne les voit pas se laver régulièrement les mains comme on le fait ici à Lomé, ou enfin dans la capitale. Hein. Et actuellement, le virus est présent dans toutes les préfectures du Togo. Alors, il n'y a pas un coin qui n'est pas exposé au virus actuellement. Et je saisis aussi l'occasion pour féliciter mes collègues qui sont les directeurs préfectoraux de santé dans toutes ces préfectures-là, qui aussi font un travail énorme là-bas, parce que dans toutes ces préfectures, il y a des centres de prise en charge. Ça veut dire qu'il y a des malades dans toutes ces préfectures, où il y a des personnes vivant avec le virus dans toutes ces préfectures-là. Et de façon consensuelle, collégiale, les directions préfectorales de la santé travaillent avec la FOSEP, puisque la FOSEP est partout aussi maintenant, travaillent avec les autres secteurs pour la riposte contre cette maladie. Et dans cette riposte, il y a beaucoup d'émissions aussi qui se font dans les médias, les radios de proximité, qui sont dans ces préfectures, dans les villages, dans les cantons, où beaucoup d'émissions sont organisées. Il y a même certaines émissions qui sont organisées à Lomé, synchronisées avec des radios de l'intérieur sur les instructions du gouvernement. Et donc, toutes ces mesures se font. Donc, si quelqu'un nous dit aujourd'hui que l'information ne circule pas, mais moi, je pense que, si vous le permettez, on le mettra dans celui qui dit souvent que qui veut tuer son chien l'accuse de rage. Hein. Il dit qu'il n'a pas l'information parce que les radios n'en parlent pas. Moi, je ne pense pas que la télévision en parle assez largement. Quand vous prenez les télévisions qui sont sur la place, pratiquement tous les jours, il y a des émissions sur le coronavirus, il y a des spots qui passent, il y a beaucoup de commentaires là-dessus. Vous prenez les radios, je l'ai dit tout à l'heure, les préfets sont engagés, les maires sont engagés, beaucoup d'autres secteurs, les directeurs préfectorales de la santé sont organisés. Actuellement même, on est en train de mettre en place des comités de veille dans tous les villages, dans tous les quartiers, dans tous les cantons. Alors, la cellule même administrative est prise en compte. Alors, comment est-ce qu'aujourd'hui on peut nous dire
que l'information n'est pas allée. Peut-être que l'information est passée, mais c'est la mise en œuvre de toutes ces mesures barrières-là qui est un peu difficile à l'intérieur. Est-ce qu'il ne faudra pas accentuer ces mesures barrières auprès des populations rurales, ou même trouver peut-être des gens qui pourront veiller à ce que cela soit respecté également dans ces villages un peu lointains? Oui, moi j'ai suivi cette semaine sur les antennes de la TVT, et quand les examens ont commencé, le probatoire devait démarrer, il y a le ministre de l'Éducation qui a fait un tour dans ces écoles où on a vu beaucoup de dispositions allant dans le sens de l'application des mesures barrières qui existent. Dans les villages, ce n'est pas à Lomé. C'est dans les autres préfectures. Plusieurs centres d'examen dans beaucoup de villages ont été filmés et présentés à la télévision togolaise, où on a vu beaucoup de ces mesures barrières appliquées, mises en œuvre là-bas. Donc, pour ma part, c'est quand même dire que beaucoup d'efforts ont été faits. Mais il faut encore accentuer cela, en fait. Absolument. Aucune œuvre humaine n'est parfaite, ça, on le sait. Donc, on ne le fera jamais assez, il faut continuer. Si nous sommes encore là aujourd'hui, si vous êtes là, Jalita, aujourd'hui, je pense que c'est toujours dans le cadre de l'accentualisation dont vous êtes en train de parler. C'est ça qui nous a amenés ici, parce qu'on sait que certains l'appliquent bien, d'autres s'en foutent, d'autres ne l'appliquent pas. Et alors là, on est là pour féliciter ceux qui l'appliquent très bien, leur dire de continuer, de ne pas se lasser de l'appliquer, de ne pas dire qu'ils l'ont appliqué hier et aujourd'hui, ils ne vont pas l'appliquer. Non. Peut-être c'est le seul jour où ils vont faillir que le virus va profiter pour les contaminer. Donc, de ne jamais se lasser de l'application stricte et rigoureuse des mesures barrières. Maintenant, pour les auditeurs qui ne l'appliquent pas, c'est pour leur dire, en faisant comme ça, ils sont soit en train de se suicider ou bien en train de commettre un crime. Parce que s'ils ne l'appliquent pas et qu'ils sont contaminés eux-mêmes, donc il y a risque de mort. Parce que personne ne peut se dire que lui, il a une forme physique gigantesque, bien bâtie, et que le virus ne va pas l'emporter. Non. On a vu des jeunes hommes, des enfants qui n'ont aucune comorbidité, c'est-à-dire n'ont aucune maladie qui devait affaiblir l'organisme, mais qui sont décédés. Donc, attention, il ne faut pas dire que c'est uniquement ceux qui ont une comorbidité que la maladie emporte. Non, pas du tout. Alors, soit vous l'avez et il y a risque de mort, ou bien vous l'avez vous-même, vous ne mourrez pas, mais vous allez transmettre ça à quelqu'un d'autre que la maladie va tuer. Donc, vous êtes criminel involontaire. Ah oui. Donc, en n'appliquant pas les mesures barrières, soit vous pouvez courir le risque de suicide. Il y a encore des pessimistes aujourd'hui, docteur, qui ont du mal à croire en l'existence de ce virus, de la pandémie à coronavirus. J'en discutais avec des gens qui me disent, depuis l'arrivée donc de ce virus, eux, ils n'ont jamais appris qu'un parent à eux direct était dans un cas pareil, c'est-à-dire qui a eu donc la Covid-19 et qui a été hospitalisé, soigné, qui s'en est sorti ou qui est décédé de ce mal. Il y en a encore toujours qui n'y croient pas à l'existence de la maladie. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire à eux? Ceux-là, je vais leur demander pourquoi est-ce qu'ils veulent jouer au Saint-Thomas? Pourquoi est-ce qu'ils veulent que c'est un parent à eux? Ils ne jouent pas au Saint-Thomas. Il y en a qui sont comme ça, des Saint-Thomas. Oui, pourquoi ils veulent que ça soit un parent à eux et non eux-mêmes, ceux qui sont en train de parler là? Pourquoi ils veulent que ça soit plutôt un parent à eux qui contractent la maladie d'abord avant qu'ils ne croient? Pourquoi ils ne disent pas eux-mêmes? Pourquoi ils envoient ça? C'est les parents qui n'ont pas d'importance. C'est la vie des parents qui est moins importante que les leurs. C'est pour dire qu'ils n'ont pas encore réalisé l'existence. Ah, mais à part là, il faut qu'ils se disent qu'eux-mêmes n'ont qu'à être contaminés d'abord que de dire ce parent. Et alors là, n'ont qu'à laisser tomber les mesures barrières, aller embrasser ceux qui sont connus positifs. On verra s'ils auront la maladie ou pas. Mais ça, c'est insensé, c'est du n'importe quoi ça. La maladie existe vraiment. La maladie tue. Et chaque jour, vous voyez les résultats. Il n'y a pas que les statistiques togolaises qui parlent de la maladie. C'est dans le monde entier.
dans le monde entier. C'est ahurissant, ça fait peur. Alors pour cela, on leur dit, mais de grâce, n'allez pas au suicide et ne soyez pas des criminels non plus. Donc la maladie existe vraiment, de grâce. Croyez à ce que nous disons. Pensez-vous que nous, on n'a pas grand-chose à faire pour venir tout le temps sur les médias pour en parler? Non, pas du tout. Si c'est que la maladie, quand vous l'attrapez, et ça vous emporte vous seul sans que vous ne soyez un danger pour les autres, ben, on n'allait même pas, peut-être pas mettre assez d'énergie comme ça pour parler de ça. Mais malheureusement, c'est que quand vous êtes contaminé par cette maladie-là, vous constituez un risque énorme pour votre entourage, pour des gens qui sont chers à vous, des gens qui sont chers au pays. C'est pour ça que le gouvernement nous envoie tout le temps pour continuer pas en parler, pour qu'il y ait moins de personnes dangereuses à la population. C'est pour ça que chaque fois qu'on trouve un cas, on l'extirpe, on l'isole de la masse pour que la masse soit moins exposée à ce risque de contamination. Donc de grâce, pour ceux qui n'y croient pas encore, c'est pour leur dire non, la maladie existe. Il y a un adage qui dit chez nous, les anciens disent que si vous voulez écouter, entendre et croire à ça, on n'a pas besoin d'avoir un pavillon dans l'oreille aussi grand jusqu'à ce que ça nous arrive au niveau des talons. D'accord? Donc, on en parle. C'est nous, les techniciens, nous sommes les médecins. On a appris ce travail. Si vous nous faites confiance, qu'on vous traite bien, alors faites aussi confiance à ce que nous disons. Donnons à César ce qui est à César. Alors, on parle donc de la Covid-19. Si vous nous rejoignez sur les ondes de la 91.9, merci de le faire. Quelles mesures prendre donc pour parler à ces gens-là qui sont dans ces coins reculés? Comme je le disais en début de cette émission, il y en a qui n'ont pas forcément l'information et qui doivent l'avoir pour ne pas également être exposés, pour ne pas être des criminels sans le savoir demain de cette maladie envers les autres. Quelles mesures adopter donc pour parvenir à ces gens-là? Non, mais c'est vrai, c'est une préoccupation importante, je pense, qui est aussi prise en compte du plus haut sommet de l'État. Et nous savons que les canaux de diffusion des messages diffèrent d'une localité à l'autre. Oui. Et nous sommes à Lomé où les médias pilules et la couverture en masse média est quand même assez importante. Et au fur et à mesure qu'on avance, qu'on va dans les villages, dans les zones plus ou moins enclavées, où peut-être la couverture en termes d'électricité et de réseau Internet n'est pas aussi bonne et importante que ce que nous avons à Lomé ou dans d'autres zones du pays. Il y a d'autres canaux de communication qui sont assez bien utilisés, assez bien maîtrisés par les autorités locales. Et je crois qu'on va devoir les utiliser. On les utilise. On va continuer par accentuer la sensibilisation à travers ces canaux-là. Quand nous prenons des chefferies traditionnelles, par exemple, nous avons les gongonneurs qui souvent passent des informations importantes. Nous avons les griots aussi qui en parlent. Le chef a autour de lui des notables aussi qui peuvent véhiculer des informations. Nous avons les comités de développement à la base, les CDQ, les CVD, qui peuvent aussi passer les informations. Et maintenant, on est en train de mettre en place les comités de veille dans tous les quartiers, dans tous les villages, dans tous les cantons. Alors, mais je pense qu'on a un éventail assez large de canaux pour faire véhiculer les informations. Et on n'hésitera pas à continuer par le faire. Il y a des amendes même qui sont appliquées aujourd'hui à ces gens qui ne portent pas de cache-nez et qui se promènent un peu partout dans la ville. On vous prend, on vous paye une amende sur le champ, n'est-ce pas? Absolument, absolument. Oui, ça, c'est des mesures répressives ou coercives que l'autorité a mises en place pour avoir constaté que certains continuent par ne pas l'appliquer et devenir des dangers publics
à la paisible population togolaise. Alors, on a constaté la réouverture des économies, des marchés et de tout ce qui concerne donc le secteur public à ce jour, parce que depuis qu'on a levé le déconfinement, tout le monde a repris ses activités. Mais force est de constater que les mesures barrières ne sont plus totalement respectées. Il y a une lassitude dans le respect des mesures barrières. Oui, ça c'est un constat que vous aviez fait à des endroits spécifiques. De la même manière, moi je peux vous assurer, garantir qu'il y a des endroits où cette lassitude n'existe pas et que les mesures barrières sont très bien appliquées. Alors, pour ceux qui sont dans ces endroits où cette lassitude est constatée, moi je pense que la première des choses à faire, c'est de s'approcher des responsables de ces lieux-là. Si c'est un marché, il y a sûrement un directeur ou une directrice du marché, s'approcher de lui, d'elle, lui présenter la situation pour qu'elle prenne ses responsabilités afin de savoir quelles sont les dispositions supplémentaires à mettre en place. Alors, quel que soit l'endroit où on a constaté ces lassitudes-là, ces manquements, il y a sûrement un responsable des lieux qu'il faut chercher à rencontrer et à lui présenter la situation. Ne pas constater et laisser ça partir pour dire non, que cela ne me regarde pas, non. Peut-être que ce que vous avez laissé là sans rien faire, ça pouvait exposer un proche à vous qui pourrait être contaminé plus tard, et vous aussi, vous pouvez être exposé à travers ce proche et être contaminé. Donc, la guerre contre ce coronavirus, ce n'est pas le travail d'une seule personne. C'est nous tous. Nous avons quelque chose à apporter dans cette guerre. Alors, si vous remarquez une insuffisance dans l'application stricte et rigoureuse des mesures barrières à un endroit, cherchez à savoir, à connaître le responsable de l'endroit et approchez-vous de lui pour lui parler de ce que vous avez remarqué. Et puis, je pense qu'ensemble, on pouvait y remédier. C'est petit à petit que l'azo fait son nid et petit à petit que nous pouvons contribuer efficacement à lutter contre cette maladie. Merci, docteur. Docteur Togui Agbetiafa Ebenezer, qui est donc notre invité dans cette émission spéciale Stop Covid. On va observer une pause musicale et nous revenons pour la suite et fin de cette émission. Coronavirus, la pandémie du moment. Nous parlons donc de la Covid-19 qui affecte de différentes manières les individus. Les uns comme les autres manifestent donc la maladie différemment. Et donc nous sommes avec le docteur Togui Agbetiafa Ebenezer cet après-midi, directeur préfectoral de la santé du Golfe, chef traditionnel à Bessouza Netime numéro 2, pour parler de cette maladie, de ce virus. Il y en a des avancées. Aujourd'hui, les chiffres que nous avons, 278 cas actifs, alors qu'à la veille, nous en avions 269, 868 cas guéris, alors qu'à la veille, les chiffres étaient de 858 et les cas confirmés, 1173. Cela a augmenté également. Qu'est-ce qui explique, docteur, la hausse de ces chiffres? Oui, merci pour la question. La première raison concerne les cas contacts, c'est-à-dire ceux qui étaient en relation d'une manière ou d'une autre avec les cas positifs. Donc, autour d'un cas positif, on investigue, on essaie de chercher ceux avec lesquels il avait eu contact durant les 14 derniers jours. Alors, ces personnes sont screenées, suivies et on fait des prélèvements en priorité sur ces personnes-là. Donc, on a vu que la grande partie des nouveaux cas positifs qu'on observe proviennent des cas contacts, ceux qui étaient en contact avec le cas positif. Ces cas contacts-là également développent la maladie comme le malade lui-même? Bien sûr. Des fois, même le malade peut être asymptomatique, lui, mais un cas contact peut manifester la forme de gravité de la maladie, alors que la personne qui lui a transmis la maladie pourrait ne pas manifester une forme grave de la maladie. Voilà. Donc, les premières personnes chez lesquelles on trouve cette maladie sont les cas contacts. Les deuxièmes personnes, ce sont les voyageurs. On prélève systématiquement les voyageurs, ceux qui rentrent dans le pays. Et dans cette population aussi, on trouve des personnes positives au coronavirus. La troisième personne aussi, ce sont des malades, c'est-à-dire des gens qui
sont malades et qui arrivent spontanément à l'hôpital, et à travers l'interrogatoire et l'examen, on pouvait prendre la décision de leur faire les prélèvements, de voir s'ils n'ont pas le coronavirus. Et parmi eux, on trouve aussi des gens positifs. Et aussi, la dernière personne, ce sont des gens aussi, on ne sait pas qui les a contaminés, et eux-mêmes, ils ont eu une contamination difficile à remonter, pour lesquels il est très difficile à remonter la source. Ce sont des gens qui sont classés parmi les contaminations communautaires, les transmissions communautaires. Alors, ceci dit, on peut quand même traduire que tous ceux qui sont contaminés de toutes les manières, c'est qu'à un moment ou à un autre de leur existence, de leur vie quotidienne, c'est qu'ils ont failli quelque part dans l'application rigoureuse des mesures barrières. Il y a eu une faille quelque part et le virus a profité de cette faille-là pour les contaminer. Voyez-vous, alors c'est encore le lieu de lancer cet appel que les seules mesures barrières nous protègent énormément. Même si on est un sujet contact, mais qu'on applique rigoureusement les mesures barrières, normalement, on ne devait pas être contaminé. De retour en studio Bleu Mensong et de Sport FM, nous continuons par parler de la COVID-19 avec le docteur Togui Agbetiafa Ebenezer, directeur préfectoral de la santé du Golfe, chef traditionnel à Bessouza-Netimi numéro 2. Alors docteur, vous parliez entre-temps des voyageurs, que ce soit terrestres ou aériens, qui sont également comment est-ce qu'on peut les appeler des voyageurs. Oui, qui peuvent également voyager avec la maladie. Quelles sont les mesures à prendre quand on doit voyager, par exemple, ou quand on doit rentrer dans le pays? Quelles sont les mesures à prendre concrètement? Ok, d'accord. Merci. Pour le moment, c'est les mesures que le gouvernement a mis en place au Togo. Que vous soyez, ou bien vous êtes voyageur, vous voulez partir du Togo, ou venir au Togo, vous avez l'obligation de faire le test au coronavirus et avoir un résultat négatif avant de partir ou avant de venir dans le pays. Quels sont les centres qui font aujourd'hui ces tests? Oui, il y a l'Institut, à Lomé, il y a l'Institut national d'hygiène qui le fait, et puis l'ancien aérogare aussi, on le fait. Et même dans le nouveau aéroport, à l'intérieur même, il y a une équipe médicale qui le fait. Ça, c'est pour ceux qui arrivent et qui sont pris en charge directement à l'intérieur du nouvel aérogare. Mais au niveau de l'ancien aérogare, c'est pour ceux qui veulent partir, ont un désir de voyager. Puisque pour le moment, seules les frontières aériennes sont ouvertes. Les frontières terrestres ne sont pas encore officiellement ouvertes. Ouais. Donc, c'est par rapport à ça que les équipes sont positionnées à ces endroits. En dehors de ça, au niveau aussi des frontières terrestres quand même, puisque les marchandises circulent. Ouais. Donc, au niveau des frontières terrestres aussi, il y a des équipes d'intervention rapide qui sont aussi positionnées avec des préfabriqués qui peuvent éventuellement être utilisés pour l'isolement des personnes suspectes ou sur lesquelles on a trouvé le virus, en attendant que l'équipe de prise en charge puisse venir les chercher. Voilà, donc toutes ces dispositions sont mises en place. Il y a aussi le site du gouvernement qui existe, qui permet de dématérialiser beaucoup la procédure d'enregistrement. Donc, sur le site, on peut remplir le formulaire. On peut même payer pour le test déjà, et ça encore réduit énormément d'abord le temps et évite aussi les attroupements, les regroupements, et puis aussi évite la manipulation des supports physiques qui peuvent aussi être source de contamination. Exactement. Donc c'est le lieu de féliciter cette initiative intéressante du gouvernement qui a utilisé les nouvelles technologies de l'information et de la communication à adapter à cette maladie. Il y a aussi une application qui permet de faire le traçage de l'itinéraire des personnes qui arrivent au pays, qui ont été prélevées au niveau de l'aéroport, qu'on puisse savoir comment est-ce qu'ils
se comportent sur le territoire national et aussi ça les permet aussi de pouvoir vivre sans être trop exposés à la maladie. C'est-à-dire, si dans leur environnement, il y a des personnes contaminées qui circulent, l'application peut leur permettre de le savoir. Alors, tout ça là, je pense que c'est des initiatives louables du gouvernement togolais, toujours pour réduire les risques de propagation. Et les entrants, les voyageurs aussi qui arrivent dans le pays sont aussi suivis par des équipes d'intervention rapide selon les localités de leur résidence. Donc, il y a des équipes qui vont chez eux pour les examiner et leur faire des tests, une série de tests avant qu'ils ne soient totalement déclarés indemnes de ce virus-là au moment où ils entraient sur le territoire. Donc, tous ces mécanismes sont mis en place, bien coordonnés, depuis le niveau central jusqu'au niveau opérationnel, histoire à pouvoir réduire la propagation de la maladie sur le territoire. Alors, docteur, est-ce que vous et moi pouvons également nous lever et puis nous rendre au centre de dépistage, à l'INH par exemple, pour faire le dépistage de ce virus-là? Oui, permis? Bien sûr, c'est permis, bien sûr, vous pouvez le faire. Les gens le font, vous pouvez le faire aussi, pas de problème. D'accord. Alors, on va parler des autres maladies. Il n'y a pas que la Covid-19 aujourd'hui qui tue, il y a plein d'autres maladies. Mais on a tellement délaissé ces autres maladies au profit du coronavirus. Les gens ont aujourd'hui très peur d'aller se faire consulter rien que pour un mal d'œil ou, je ne sais pas, un mal de ventre. On est déjà, comment dirais-je, il y a cette peur-là de rentrer dans les hôpitaux pour se faire soigner par crainte peut-être de se faire contaminer. Oui, Joanita, ça c'est un aspect très très intéressant et très important que vous venez de toucher. Et la première des choses que je vais dire aux auditeurs qui nous suivent aujourd'hui, c'est que nous, les professionnels de santé, nous n'avons pas vocation de transmettre la maladie. Ça c'est un. Nous sommes là plutôt pour réduire la propagation, puisque de toutes les manières, quand il y a beaucoup de gens qui seront contaminés, c'est encore nous qui allons aller sur le front. Oui, donc, le travail augmente encore pour Le travail augmente encore pour nous. Donc, nous avons été instruits par notre ministre, par le gouvernement, à tout faire pour qu'il n'y ait pas de contamination dans nos formations sanitaires. Et par rapport à ça, en dehors des mesures barrières classiques, nous avons des mesures barrières spécifiques supplémentaires à mettre en place, à déployer par rapport au type de services que nous offrons. Donc, les mesures barrières supplémentaires sont fonction des types de services que nous offrons. Il y a des services où l'application de la distanciation physique est faisable facilement. Donc, eux, ils déploient des mesures barrières moins contraignantes, moins sophistiquées que les services qui ne peuvent pas du tout appliquer la distanciation physique. Quand je prends le cas de maternité, comment vous voulez accoucher une femme enceinte en appliquant la distanciation physique? Comment vous voulez faire une piqûre à quelqu'un en appliquant la distanciation physique? Comment vous voulez arracher une dent et quelqu'un... Justement, c'est pour cela que les gens ont réticence à aller vers les soins de santé maintenant. C'est pour vous dire que service fait, c'est-à-dire si nous, agents de santé, nous n'appliquons pas les mesures barrières, la personne que nous voulons accoucher ou la personne que nous voulons soigner peut aussi nous contaminer. Ah oui. Donc, c'est pour ça que nous avons l'obligation, nous, d'appliquer des mesures barrières supplémentaires que les mesures barrières classiques. Nous avons peut-être des tabliers que nous portons, nous avons des visières, nous avons même des fois des bonnets, nous avons des bottes, des gants, des bottes. Nous avons des épis, équipements de protection individuelle complémentaires, ce que les gens ne portent pas dans la ville. Donc, si nous portons ça, c'est à double protection. D'abord pour nous, agents de santé, pour qu'on ne soit pas contaminé par le malade qui va arriver et qui a peut-être le virus sans le savoir. Et de deux, même si nous avons le virus, toutes ces mesures barrières que nous avons portées ne peuvent pas être franchies pour que le virus aille chez le malade. Bien sûr. Donc, et en dehors de ça même, notre environnement, nous avons l'obligation de décontaminer, de désinfecter l'environnement de façon progressive. Nous avons un programme de décontamination des formations sanitaires des lieux publics. Donc, c'est le lieu de dire
à la population, aux auditeurs. Les rassurer surtout. Les rassurer que nous avons des lieux mieux sécurisés que l'environnement dans lequel ils circulent hors des formations sanitaires. Donc, il y a ça. Et le ministre est très regardant là-dessus. Aujourd'hui même, on avait fait une conférence avec le ministre qui a encore rappelé ces mesures barrières, qui nous le rappelle souvent. Il veut que ces mesures soient rigoureusement appliquées dans tous les endroits. Il a instruit nos supérieurs hiérarchiques à aller vérifier si tout se passe correctement. Nous avons les intrants qu'on nous donne et que nous portons, même si on sait qu'on peut encore faire mieux que ce que nous avons. Du moins, les dispositions en place sont très bien respectées. Nous sommes en période pluvieuse. Et ne l'oubliez pas, nous avons les moustiques qui sont là, le paludisme qui n'a pas diminué, qui continue pas à faire des ravages. Où est-ce que vous pouvez aller vous faire soigner? La grippe également. La grippe est là. Il y a même les maladies hydriques qui nous menacent, comme le choléra et consorts. Donc, je pense qu'il n'y a que dans les formations sanitaires qu'il faut aller avoir l'assurance que l'environnement des formations sanitaires est sain. Même quand nous prenons les statistiques, très peu sont des gens qui se sont fait contaminer dans les formations sanitaires. La plupart, c'est dans la communauté. Alors, est-ce qu'on évite de vivre dans la communauté? Non. On n'évite pas de vivre dans la communauté. On ne peut que respecter les gestes barrières. On ne peut respecter que les gestes barrières, c'est tout ce que nous demandons. Actuellement, le gouvernement est en train de préparer une grande campagne de distribution de moustiquaires. D'accord. Donc, quand ça va arriver, il faut laisser tomber les préjugés. Et il faut savoir que cette moustiquaire est là pour nous prémunir, pour nous prévenir du paludisme. Bientôt, nous allons aussi organiser une grande campagne de vaccination contre la poliomyélite. Parce qu'on a remarqué effectivement que les gens n'utilisent plus nos services de vaccination sous prétexte qu'ils craignent qu'ils vont être contaminés. Et indirectement, alors, il y a l'émergence de la polio. Nous avons remarqué qu'il y a encore des enfants, malheureusement, qui souffrent de poliomyélite. Exactement. Donc, par rapport à ça, le gouvernement a encore pris les mesures. Il est en train de chercher des voies et des moyens. C'est des moyens colossaux. Les agents de santé passaient par les maisons, de maison en maison, pour faire donc ces vaccins-là aux enfants. Est-ce qu'on ne pourrait pas revenir sur ces anciennes méthodes-là? Oui, quand on va organiser les campagnes de vaccination contre la polio, il se peut qu'effectivement on puisse passer de maison en maison. Si c'est la stratégie, en ce moment bien précis, si c'est la stratégie que le gouvernement a adoptée, donc, elle serait déployée. Maintenant, si on a adopté une autre stratégie où on va identifier des lieux d'offre de ce service-là de vaccination, on va convoyer la population vers là. Au moment opportun, le gouvernement nous dirait exactement quel type de stratégie est-ce que nous allons utiliser. Toujours est-il que les gens continuent par fréquenter nos centres de santé, par utiliser nos avis de vaccination, par utiliser tous les autres services que nous leur offrons. Et laisser tomber cette peur-là, cette hantise que... En fait, le risque est présent partout. Il faut simplement savoir se protéger et respecter les gestes barrières pour ne pas être contaminé. Moi, je dirais même que le risque est moins présent dans nos formations sanitaires qu'ailleurs. Parce que quand vous allez dans nos formations sanitaires maintenant, vous avez les dispositifs de lavage des mains, vous avez tous les prestataires qui portent les bavettes, forcément, qui portent les gants, et les surfaces sont nettoyées beaucoup plus fréquemment qu'avant. Donc, l'environnement est beaucoup plus sain que les autres endroits où vous fréquentez. Vous allez au marché, vous allez au boulot, vous allez chez les amis et consorts qui n'ont pas tous ces dispositifs-là. Parce que, c'est du matériel onéreux, mais que le gouvernement s'est donné de la peine pour déployer dans les formations sanitaires. Donc, c'est pour rassurer les auditeurs que nos formations sanitaires
sont des endroits mieux protégés. Et qu'ils doivent se rendre dans ces formations sanitaires pour se faire soigner, pour éviter peut-être un risque de recrudescence d'autres maladies qui ne sont pas le virus à coronavirus. Oh, qu'est-ce que je raconte? La maladie à coronavirus. Alors, docteur, on a fait le tour. Hein, je crois qu'on a presque tout dit. Peut-être un dernier conseil pour ceux-là qui ne respectent pas scrupuleusement les mesures barrières. Un dernier conseil avant de nous quitter? Oui, et d'abord pour leur dire qu'il n'est jamais trop tard pour mieux faire ou mieux vaut tard que jamais. D'accord? Alors, s'ils sont auditeurs de cette émission, moi je les prie de démarrer maintenant pour ceux qui sont encore réticents à l'application des mesures barrières. Je leur rappelle que soit ils optent pour être suicidaires ou bien ils optent pour être criminels. Donc, je ne pense pas qu'il allait préférer l'un à l'autre. Donc, c'est l'application stricte et rigoureuse des mesures barrières qui peut nous sauver de cette guerre dans laquelle nous sommes tous engagés. Merci docteur, bon retour chez vous. Merci également à vous, fidèles branchés de la référence sportive, vous qui avez suivi cette émission. Nous étions avec le docteur Togui Agbetiafa Ebenezer. Il est directeur préfectoral de la santé du Golfe et chef traditionnel à Baie-Suzanne-Timé. Merci à Théoa Javon qui a assuré la mise en onde et l'homme à devant également. Moi, c'est Juanita Davoutri. À très bientôt.